Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Les ouvrages. 1 Histoire du Sénégal. Mémoire du Gandiolé Paris-Dakar, édition Harmattan 2019. 2 Manuel pratique de grammaire française à l'usage des apprenants étrangers Dakar, édition Mantel 2016. Des articles de revue et des contributions d'ouvrages. Poétique comparée des épopées. 1 Alexandre le Grand et Soundiata Keïta, les sources grecques d'une épopée mandingue, Casanave édition. La mémoire à l'œuvre. Fixation et mouvance médiévale Besançon Presse universitaire de Franche-Comté de 013-199-213. 2 Lahaide et le Griot, Davidès et Génieux édition. Troïka. Parcours antique. Mélanges offerts à Michel Woronoff Volume 2 Besançon Presse universitaire de Franche-Comté de 012-137-148. 3 Soundiata Keïta et Alexandre le Grand, 2 itinéraires mystiques en miroir. Annales de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar 41 à 21 61 72. 4 L'image de Troie et sa fonction narrative chez Darès de Phrygie et Dictys de Crète. FARTZOFF Monsieur et Ali, Reconstruire Troie. Permanence et renaissance d'une cité emblématique. Besançon Presse universitaire de Franche-Comté 2009-121-143. 5 Lahaide, le Seigneur et le Jongleur. L'écrivain et les pouvoirs Afrique-France Revue de littérature et civilisation française numéro 1 2001 Paris Edition Honoré Champion 13 à 27. 6 De l'invocation à la muse à la signature de l'épopée. Annales de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, numéro 28 1998 65 72. Narratologie homérique. 7 L'énonciation homérique et la pratique de l'invocation à la muse, Circé. De Classicos y Modernos volume 15 numéro 1 20 11 30 42. 8 La digression homérique, une épopée seconde dans l'Iliade. Dialogue d'histoire ancienne 29 2020 03 57 70. 9 Les digressions de l'Odyssée, une méthode de composition spéculaire, Gaïa. Revue interdisciplinaire de la Grèce archaïque numéro 7, 2003, 233, 243. 10 La digression dans la structure narrative des épopées homériques. Annales de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar numéro 31 20 01 27 38. 11 L'écriture d'Homère à la couleur de sang. Les cahiers Histoire et Civilisation. Revue thématique et interdisciplinaire à parution annuelle. Numéro 2 2004 189 1994. Narratologie platonicienne. 12 Socrate narrateur et dialecticien 5. Discours et récits dans le Tidème de Platon. Annales de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar 40 à 20 10 21 37. 13 Socrate narrateur et dialecticien 2. Le cadre énonciatif du Protagoras de Platon, Société en devenir. Mélanges offerts à Boubacar Li. Annales de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Numéro hors série janvier 2005 339 350. 14 Socrate narrateur et dialecticien 4. Le cadre narratif de l'Eutydème de Platon, Circé. De Classicos y Modernos numéro 9 2004 123 135. 15 Socrate narrateur et dialecticien. Un conflit méthodologique dans le Protagoras de Platon. Éthiopique Revue négro-africaine de littérature et de philosophie numéro 72 20 04 61 74. 16 Socrate narrateur et dialecticien 1. Quelques enjeux énonciatifs dans le Lysis de Platon. Annales de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar numéro 32 20 02 13 24. Anthropologie. 17 La pédérastie en Grèce, une perception paradoxale. Revue sénégalaise d'histoire nouvelle série numéro 6 20 04 55 65. Grammaire. 18 Remarques sur le français comme et le grec o, dans l'expression de la comparaison. Sudlangue, revue électronique, numéro 2 juin 20 03 76 83. Cet ouvrage a bénéficié de la relecture et des corrections du professeur Michel Woronoff, président honoraire de l'Université de Franche-Comté.
Qu'il en soit vivement remercié. Introduction. L'émergence et le développement de la narratologie ont donné l'opportunité de visiter les textes littéraires dans une approche renouvelée par la mise en place de concepts opératoires précis. Les épopées homériques ne sont pas en reste, tout figées puissent-elles paraître dans leur vénérable sarcophage de patrimoine antique. Il n'est pas impossible en effet, de pénétrer dans l'univers de l'Iliade et de l'Odyssée et d'une oreille indiscrète, d'écouter parler l'Aède et les personnages qu'il met en scène, afin de surprendre, pour mieux les comprendre, les mécanismes du fonctionnement de leurs paroles dans leur forme la plus proche de l'énonciation épique. À l'image des ensembles narratifs que constituent l'Iliade d'une part et l'Odyssée d'autre part, il existe à l'intérieur de ces œuvres une multitude de récits secondaires, appelés aussi digressions, métarécits ou analepses, présentés par les personnages du récit principal. Comprendre la poétique de ces récits, dans une certaine mesure, c'est mieux saisir le sens de l'énonciation épique elle-même. L'Iliade et l'Odyssée, en effet, sont des poèmes mais aussi des drames où des personnages différents s'affrontent, se battent, se querellent, discutent, défendent des intérêts parfois divergents ou se retrouvent dans l'amitié, le compagnonnage, la fraternité ou la parenté. Les deux épopées décrivent un monde vivant, effervescent et dynamique. Le poète de chacun de nos deux textes ne manque certainement pas d'inclure dans l'univers imaginaire de son œuvre une très grande part de lui-même. Que la plupart des personnages soient traditionnels n'exclut pas que le poète leur attribue des réactions, des actes et des mots compréhensibles pour son propre monde. Les idées les plus fondamentales qu'expriment et partagent les personnages à travers leurs paroles reflètent peu ou prou les propres idées de l'auteur qui les fait agir. Puisque l'Aède s'exprime très peu en son nom, il est légitime d'interroger ceux à qui il prête sa voix. Les acteurs de l'Iliade et de l'Odyssée parlent, assurent de la véracité de leurs propos. Ils prononcent des discours de toutes sortes, dont d'innombrables mutoïs, ces récits sur le temps passé que les poètes eux-mêmes se font profession de raconter à leurs contemporains. Quand ils racontent ces mutoïs, les guerriers de l'Iliade, Ulysse, Démodocos ou Phémios dans l'Odyssée, prennent la place de l'Aède, ils deviennent Aèdes. Certainement, la parole des Achéens ainsi capturés nous révélera une part du secret de la vérité de l'Aède. L'étude du traitement des récits traditionnels définis en rapport avec la conception poétique de la parole vraie permettra de jeter une lumière supplémentaire sur l'art de l'Aède conçu comme une activité de création. Pour mener une telle réflexion à son terme, la méthode adoptée naîtra de la rencontre de la narratologie et de l'analyse littéraire classique. La narratologie appliquée à la littérature antique est une voie de recherche encore tributaire de son formalisme. Une étude exclusivement menée à l'aide des modèles narratologiques risquerait d'aboutir à des résultats assez minces, même si la démarche suivie permettait un classement clair de la matière à analyser. Toutefois, l'apport de la méthode d'interprétation narratologique semble enrichissant quand il vient au secours de l'analyse littéraire, plus traditionnelle dans sa démarche, des thèmes d'inspiration d'une œuvre à la fois poétique et narrative comme l'épopée. Dans un premier temps, le cadre conceptuel sera posé à travers un essai de définition de la conception de la parole vraie dans les épopées homériques. Lorsqu'on aura rappelé le sens particulier que l'Aède attribue à la notion de vérité, quand il s'agit de l'énonciation épique, on tentera d'en mesurer les conséquences pratiques. Le traitement des récits traditionnels, ou prétendus tels, par les personnages apparaîtra-t-il réellement comme un miroir de la parole aédique ? Un classement inspiré des cadres narratologiques, strictement limité aux objectifs de notre recherche, définira le champ de notre investigation. Les applications pratiques de la conception de la parole vraie chez l'Aède seront effectuées sur les modèles narratologiques déterminés au préalable. Les digressions de l'Iliade d'une part, celles de l'Odyssée d'autre part. Elles permettront enfin de mesurer une nouvelle fois combien l'Iliade et l'Odyssée sont des poèmes différents non seulement dans leur inspiration mais aussi dans leur construction, grâce aux oppositions constatées dans le traitement des digressions dans l'une et l'autre œuvre. Première partie préliminaire, la vérité de l'Aède. Chapitre 1. Le discours catamaran. Au champ vide de l'Odyssée, dans le palais du roi Alcinos, Ulysse, après un long éloge adressé à Démodocos, demande à l'Aède de lui chanter un épisode de la guerre de Troie. Mais poursuit,
Et dis-nous l'histoire du cheval de bois que fit avec Épeio Athéna et comment le divin Ulysse introduisit ce piège dans la ville, avec son chargement des pilleurs d'Ilios. Si tu peux tout au long, Kata Moiren, nous raconter cette histoire, j'irai partout dire qu'un Dieu qui te protège, dicte ton chant divin, Vie 492 à 498. L'expression Kata Moiren directement appliquée au chant de la Haide est susceptible d'être incorporée dans la liste des catégories du vrai chez Homère. Kata Moiren semble déterminer la nature du discours de la Haide et recouvrir un sens complexe qu'il importe de tirer au clair. Ulysse commence par dire à Démodocos que celui-ci évoque le destin des Achéens lion kata kosmon, littéralement tout à fait selon l'ordre. Le rapport entre kata kosmon et kata moiren au vers 496 paraît évident. Non seulement les deux expressions sont proches par leur sens mais encore elles se réfèrent toutes deux dans notre contexte au même objet, le chant de la Haide. L'admiration d'Ulysse porte sur la capacité du chanteur à évoquer lion kata kosmon, les exploits accomplis par les Achéens aussi bien que les maux qu'ils ont subis, comme si la Haide en était témoin, à moins qu'un autre le lui apprît, la muse. La parole d'Ulysse représente la consécration suprême du talent de Démodocos. Le héros reconnaît à la Haide une capacité véritablement surhumaine. Sans qu'il le sache, Démodocos a devant lui l'agent de contrôle idéal pour son chant, Ulysse qui est à la fois témoin et acteur de la guerre de Troie. Le héros reconnaît que la Haide a évoqué selon un ordre parfait de construction, lion kata kosmon, les récits sur Troie. Il est important de relever que l'expression kata kosmon ne se réfère pas tout à fait à l'ordre historique des événements. Rappelons que la Haide demande à la muse de lui inspirer son chant et de commencer son récit où elle voudra, ton amotenge, Théa, Tigeter Dios, et Pekayemin, ou Oidis. De même, dans le présent texte Vie 492, Ulysse demande à la Haide d'aller d'endroit en endroit métabéti. Par kata kosmon, il faut certainement comprendre l'ordre tel qu'il est défini par l'agencement des épisodes dans la narration. C'est là une conclusion renforcée par la leçon que fournit M. Kassevitz dans son analyse du mot cosmos. L'expression complète kata moiren, par laquelle il faut comprendre le rôle de chacun des héros, protagonistes du récit. Ainsi kata kosmon renvoie certainement à kata moiren qui signifie littéralement le respect de la part due aux événements et aux héros. La complémentarité des deux termes est à l'image d'une esthétique poétique à deux pôles, la capacité de construire librement un récit et la capacité de satisfaire l'auditoire. Ulysse, qui vient d'être ému par le récit d'une de ses actions à Troie, sa querelle avec Achille, n'en ressent que plus de fierté glorieuse. La Haide lui a rendu sa part d'honneur, en quelque sorte, en célébrant par le chant le héros qui est encore incognito. Ulysse éprouve de la joie à reconnaître que sa Moira a été respectée. Moira pour les héros, cosmos pour les actions qu'ils ont accomplies, la matière épique. En effet, lorsqu'Ulysse enjoint à Démodocos de lui chanter le cosmos du cheval de bois, il pense beaucoup plus à la place importante de l'épisode dans la geste achéenne à Troie qu'à la construction du cheval. Ce que la Haide doit célébrer, c'est beaucoup plus l'épisode du cheval de bois que sa construction. Donc pour la Haide homérique, chanter kata moiren, c'est donner un récit en rendant aux héros et à leurs exploits la part de gloire qui leur revient. Le poète chante comme il convient, c'est-à-dire selon l'ordre établi par le code héroïque. En cela la parole de la Haide, voire sa vérité, n'a de sens qu'à l'intérieur du code défini par la tradition. Il reste à voir quelles sont les limites de ce cadre et quelles conséquences peuvent découler d'une telle conception de la vérité poétique, quand elle est aussi étroitement liée au code héroïque. Kata moiren chez Homère a été diversement interprété. Sur le texte I-496, J.P. Levet lui donne le sens de parler d'une manière adaptée à la portion de réalité considérée, c'est-à-dire, parler d'une manière convenable, comme il faut, en tenant des propos avisés. L'analyse de M. Levet repose sur l'idée que Moira représente le lot, la part, la portion en tant qu'élément dispensé, c'est-à-dire personnel. Moira, dans la préhistoire de la langue grecque, aurait pu par conséquent désigner la part de réalité personnelle qui est située dans le sujet, qui est gravée en lui dans sa mémoire. En rapprochant le substantif grec moira du verbe sanskrit smarati, qui veut dire il se rappelle, il se souvient, l'auteur écrit que parler kata moiren, c'est donc parler selon la portion de réalité qu'on a en soi.
C'est ainsi que J.P. Levet interprète X16, Kai men ego toi panta kata moiren katelexa, quand Ulysse évoque le récit complet de ses aventures tel qu'il l'a présenté à Éole, et le vers 35 du chant 12, Otaer ego tei panta kata moiren katelexa, quand Ulysse s'adresse à Circé. Nous nous éloignons de l'interprétation de J.P. Levet, en ce qu'elle dépouille Moïra du sens social et moral, voire religieux, qu'il possède généralement. L'analyse de J.P. Levet nous paraît trop limitative en ce qu'elle sépare excessivement l'expression kata moiren katalégin des autres emplois de Moïra. Une autre utilisation de para moiren à X IV 509 peut être rapprochée de V 496. Ulysse est apparu chez Eumée sous les traits d'un mendiant. Le porcher lui offre le gîte. La nuit venue, ils vont se coucher. Dans l'humidité pluvieuse de la cabane, Ulysse résolut d'éprouver le porcher pour voir s'il quitterait sa cape ou, ne pensant qu'à soi, demanderait la sienne à l'un de ses bergers. Le pseudo-mendiant invente un récit paradigmatique dans lequel il se met en scène en compagnie d'Ulysse, de Ménélas et d'autres guerriers, dans une embuscade à Troie. Pour lui rendre service et lui permettre de se couvrir contre le froid mortel de la nuit, Ulysse envoya au camp auprès d'Agamemnon un des soldats. Ulysse pouvait ainsi prêter au mendiant le manteau que le soldat avait quitté. De façon adroite, grâce à un paradigme, le mendiant fait comprendre au porcher Eumée qu'il attend de lui la même réaction que son maître jadis. On a écrit que le mendiant n'a pas explicitement prononcé sa demande. Au lieu d'adresser une demande franche et directe, il accepte sa moïra en tant que suppliant et procède par un détour, c'est-à-dire un récit fabriqué. Les vers XIV 503 à 506, conclusion du paradigme où la demande est en réalité explicitement prononcée, ont été condamnés. Si ces vers ne sont pas des interpolations, on ne peut pas vraiment dire que la demande du mendiant n'est pas explicite. D'autant plus que la demande finale a été préparée par l'introduction du récit. Écoutez tous, Eumée et vous, ses compagnons. J'aurai une prière. C'est le vin qui m'incite, ce fou qui fait chanter, danser et rire aux larmes l'homme le plus rassis et nous tire les mots que mieux vaudrait garder. Mais ayant commencé de jaser, je dis tout. Vers 462 à 466. À la fin, Eumée, qui a bien compris la demande du mendiant, demande qui n'est peut-être pas tout à fait directe mais assez explicite, lui dit « Vieillard, le beau récit que tu viens de nous faire, pas un mot hors de propos, ou para moiren et qui n'aille au profit, vers 508 à 9. Le mendiant aura le manteau qu'il désirait. » Quand Eumée dit que le mendiant n'a rien raconté para moiren, il ne fait pas allusion à sa crédibilité qui a déjà été mise en doute à 363 à 366. Eumée veut seulement signifier à son hôte qu'il a parlé comme il convient, en respectant son rôle de suppliant d'une part, et en donnant au maître Ulysse un rôle digne de son statut de héros dans le paradigme. De façon générale, kata moiren ne renvoie pas à la vérité réelle, historique, des événements, mais plutôt à la valeur opportune du récit. Comme Ulysse lui-même devant Démodocos, V 496, Eumée est fier d'entendre un récit où son maître reçoit la part de gloire qui lui revient. Par ailleurs, le rôle paradigmatique du récit est pleinement respecté. Le mendiant a raconté un récit bien approprié à la situation comme il convient. Chapitre 2. La aide dans la société. L'honneur de la poésie. Avant d'en venir à la discussion du statut de la aide dans le monde que décrit l'Iliade et l'Odyssée, commençons d'abord par mesurer en quel degré de considération est tenu l'art du chant et de la musique. La plaine de Troie est un monde où la présence de la aide est très discrète. La fureur guerrière semble tout y embraser. L'ardeur au combat cruel y est la grande valeur éminemment reconnue et louée. Le chant et la musique, à tour des festins odysséens, y sont des plaisirs rares, voire peu recherchés. Lorsqu'Achille chante et joue de la cithare au chant IX 185 à 191, il est encore en situation de conflit avec l'armée achéenne. Son activité paisible, opposée au vacarme de la bataille, symbolise l'état où se trouve le guerrier devenu aède, peut-être le temps d'une crise. L'aède professionnel présent dans les figures du bouclier d'Achille que construit Héphaïstos évolue dans un monde où règne la paix et les activités pacifiques. La dernière évocation de l'aède se trouve au chant 24, quand s'élève le traîne funèbre autour du cadavre d'Hector. Ici aussi les armes se sont tues, c'est la trêve.
Quand les exploits guerriers, matière du chant épique, sont en cours de réalisation, l'Aède professionnel se retire de la scène des combats, attendant la fin des actions qui seront à glorifier. En se retirant, l'Aède confie la pratique de son art aux guerriers qui peuvent s'y adonner de temps à autre quand ils ne combattent pas. Lorsque l'orgueilleux Achille, premier héros achéen par la puissance guerrière, est outragé dans son honneur par Agamemnon, il se retire du combat à l'abri des baraquements des Myrmidons. Bientôt, sa présence au combat devient nécessaire pour que les Achéens ne tombent pas définitivement sous les coups des Troyens menés par Hector qui n'a d'égal que le fils de Pélée. Phénix, Ulysse et Ajax, envoyés en ambassade auprès d'Achille pour réconcilier celui-ci avec Agamemnon et le convaincre de regagner le combat, le trouvent dans un repos paisible, chantant et jouant de la cithare. Ils arrivèrent aux baraques et au vaisseau des Myrmidons, et trouvèrent Achille charmant son âme avec la lyre au son clair, belle, bien ouvrée, garnie en haut d'une traverse d'argent qu'il avait prise parmi les dépouilles quand il détruisit la ville d'Éétion. Avec cette lyre, il charmait son cœur et chantait les exploits des guerriers. Patrocle seul était devant lui, en silence, attendant que Lysaïde eût fini de chanter. Cette scène peut sembler bien particulière. Le modèle du héros par excellence, Achille, se trouvait en train de chanter au lieu d'être chanté lui-même. C'est une scène que l'on ne verrait certainement pas dans les épopées ouest-africaines. Pour ne prendre qu'un exemple, dans l'épopée de Samba Gueladiégui, le héros est constamment accompagné de son griot personnel Sewi, qui guette le moindre exploit de son maître pour en faire un objet de chant. Quand Samba est au repos, son loisir est d'écouter les chants de Sewi qui célèbrent les propres exploits du héros et ceux de ses ancêtres. Ou bien le griot chante l'hymne personnel du héros. Samba n'est jamais chanteur, il est objet de chant. Au contraire, à côté d'Achille, il n'y a pas d'Aède, homologue de Sewi, qui chante pour lui. C'est le guerrier lui-même qui est son propre Aède. Avec cette lyre, il charmait son cœur et chantait les exploits des guerriers. Même s'il ne chante pas ses propres exploits, le texte ne le spécifie pas, l'activité aédique d'Achille peut être située en droite ligne de son activité normale d'homme de guerre. Les exploits glorieux constituent l'univers total d'Achille. Jamais il ne cesse de vivre la guerre, que ce soit dans sa réalité matérielle que dans son évocation épique. La parole de l'Aède, quand elle est mise en œuvre, donne au Cléa-Andron une autre forme de réalité, éternelle cette fois. Par ailleurs, l'action héroïque ne vaut rien, n'est que bruit et rumeur, quand la parole de l'Aède ne la récupère pas pour la glorifier. L'activité guerrière et l'activité aédique sont étroitement liées, l'une prenant son sens par l'existence de l'autre. Achille chantant et jouant de la musique, confond en lui les deux activités qui finalement, possèdent une même signification. La société achéenne ne semble pas pratiquer une hiérarchisation rigide des castes fondée sur la division sociale et héréditaire du travail, telle que la connaît la société peule de Samba Gueladiégui. Ainsi Achille peut faire office d'Aède sans menacer de rompre la structure de sa communauté. Il n'y a pas non plus de faute morale pour le noble, à chanter et à jouer de la musique. Devant l'exemple d'Achille Aède dans l'Iliade, Ulysse aussi est comparé à un Aède dans l'Odyssée. Après le récit des aventures du héros durant le voyage du retour de Troie, le roi des Phéaciens Alcinos compare son talent de conteur à celui d'un Aède. Tout cela pour dire que le statut de l'Aède, ou du moins celui accordé à l'art de l'Aède, est hautement considéré dans le monde de l'Iliade et de l'Odyssée. Nul mépris d'ordre social n'accompagne l'activité poétique. Au contraire, c'est une activité qui est parmi les plus honorées. Le prestige dont bénéficie l'art de l'Aède est explicitement déclaré par Ulysse, dans son éloge à Démodocos. Tout ce que dit le poète qui met en scène Ulysse et Démodocos n'est pas à prendre au pied de la lettre. Il est évident qu'à travers toute l'Odyssée, et particulièrement dans ses vers du chant-vie, le poète manifeste une volonté certaine de célébrer sa fonction, voire de la sacraliser en plaçant son art sous la tutelle des Muses, d'Apollon et de Zeus. Ces déclarations en l'honneur de l'Aède peuvent être comprises comme un clin d'œil adressé au public de nobles qui l'écoute. L'Aède appelle à la sacralisation de sa fonction parce que, dit-il, son art est un don des dieux. Il se met sous la protection des dieux pour réclamer de ses maîtres, les nobles, Time et Eidos. Cela nous indique que le statut de l'Aède, bien qu'il soit reconnu et assez élevé dans la hiérarchie sociale, souffre cependant d'une certaine fragilité. Assez pour que le poète rappelle discrètement les égards qui lui sont dus,
en se servant de la bouche du personnage d'Ulysse. L'aide Démodocos est à la disposition du roi Alcinous. Qu'on aille chercher notre aide divin, notre Démodocos que la déesse a fait le charmeur sans rival, quel que soit le sujet ou l'engage son cœur, ordonne-t-il. Ce dernier est donc attaché à la personne d'un souverain. Les rois phéaciens ont chacun un héros, 8 399 à 418, mais seul Alcinous possède un aède qu'ils viennent d'entendre chez lui, IX 7 et 13 9. Toutefois, bien qu'il soit à la disposition personnelle du roi, Démodocos ne demeure pas en permanence, comme le héros, dans le palais d'Alcinous. En effet, c'est le héros qui se déplace pour aller chercher l'aède chez lui, à l'extérieur du palais. Démodocos apparaît, vie 62 à 70, menée par le héros. L'aède aveugle est placée au centre du festin, des attentions particulières lui sont portées. Serait-il au centre uniquement pour être mieux vu et entendu de tous ? Ou bien ces attentions seraient-elles simplement dues à son infirmité ? Les honneurs qu'Ulysse témoigne à l'aède disent le contraire. La cithare se trouvait déjà à sa place dans le palais avant l'arrivée de Démodocos, vers 67 à 69. Le héros, à la fin du chant de l'aède, reprend des mains de celui-ci l'instrument qu'il raccroche à l'endroit où elle était. Elle n'est pas la propriété de l'aède, mais bien celle d'Alcinous. Par ailleurs, bien que l'aède soit présentée différemment dans l'Iliade, on y rencontre surtout l'aède guerrier. On peut considérer les données de l'Iliade comme des preuves supplémentaires. La cithare est un bien luxueux que les aristocrates se flattent de posséder. Par exemple, la cithare d'Achille prise à Ésion, IX 185 à 190. Le nom même de Démodocos, bien accueilli par le peuple, glosé certainement par l'épithète Laouatétiménos, fait penser aux demiurgeois, techniciens publics, devins, médecins, charpentiers, dont on recherche les services, sans craindre de se déplacer soi-même pour aller les quérir sur la terre infinie. 12 382 à 300. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.